Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, on se retrouve pour un retour vidéo sur un film cultissime qui a bercé mon adolescence, qui a fêté ses 30 ans il n'y a pas longtemps, sorti en 1996, Une nuit en enfer ou From Dusk Till Dawn, mais j'ai attendu quelques jours afin d'arriver à la 2800e pour en parler puisque c'est un palier de 100, donc il va être question ici, vous l'avez compris, d'un long métrage qui m'a beaucoup marqué, réalisé par l'américain d'origine mexicaine, et ça fait tout son sens ici vu le parcours du film, Robert Rodriguez. Alors c'est marrant parce qu'il y a quelques mois, j'ai enfin découvert sur le tard, c'est un peu une ineptie du coup, son Desperado, son autre film culte, alors que celui-ci je l'ai vu sur Canal+, et je devais avoir 15 ans quoi. Et c'est sur un scénario de Quentin Tarantino. Alors d'après une histoire de Robert Kurtzman, qui était maquilleur et technicien d'effets spéciaux de créatures au cinéma, donc forcément il a eu cette idée probablement en travaillant sur des films, mais Tarantino est là, donc notamment sur les dialogues, ça se sent, le phrasé, le parler, mais il n'est pas que donc au scénario, il est aussi dans le co-rôle principal, le frangin gecko du plus grand, George Clooney, Seth Gecko, voilà, il y a même un artiste musical qui s'est nommé ainsi grâce à ce film, donc deux frangins braqueurs qui vont sur la route et qui vont essayer de se réfugier au Mexique, mais en attendant, ils vont prendre en otage une famille américaine un peu lambda, menée par Harvey Keitel dans le rôle d'un pasteur qui a perdu la foi, ses enfants, étant interprétés par Juliette Lewis. Juliette Lewis et Ernest Liu, ce dernier qu'on n'a plus vraiment vu ensuite d'ailleurs dans le monde du cinéma ou des séries télé. Par contre, évidemment, ils vont rencontrer des gens très particuliers sur leur chemin, notamment dans une sorte de boîte de nuit, un repère de routiers, et on y retrouve au casting des habitués du cinéma de Robert Rodriguez, que ce soit d'avant ou d'après d'ailleurs. Salma Hayek, dans une prestation inoubliable, Cheech Marin en 3 exemplaires, Danny Trejo évidemment, mais aussi les apparitions pêle-mêle de Tom Savini, qui est aussi un grand artiste de maquillage, effets spéciaux, tout ça, mais qui ici n'est que acteur, avec un hommage à ce qu'il a fait, et va combattre un petit peu d'ailleurs, peut-être certaines de ses créations du passé, je ne sais pas. Et Fred Williamson aussi, qui lui vient notamment du cinéma de la Blaxploitation, et Michael Parks présent dans le rôle du Ranger Earl McGraw au début du film, qui était déjà dans l'univers de Tarantino avant, et qui le sera encore par la suite, enfin bref, ça se croise, les univers de Tarantino et Rodriguez sont plus ou moins liés. Et donc, oui, il s'agit d'un film road movie action, post-braquage, néo-western sur certains points, un peu comique dans la punchline, mais surtout horrifique, fantastique. Pour une raison que je ne vais pas révéler de suite, car je vais jouer le jeu avec celles et ceux qui n'ont jamais vu ce film. Certes, ça va partir en vrille à un moment, mais moi je l'ai découvert tel quel. Et c'est un grand moment pour moi de cinéma, même si c'est du cinéma d'avant, enfin, évidemment, c'est un peu série B, voire série Z et tout, mais je m'étais plongé devant, voilà, sur Canal+, à l'époque, en mettant une VHS, je me suis dit, il y a quelque chose qui, à mon avis, va être sympa. Et je ne savais pas ce qu'allait se passer. Donc pendant peut-être le premier tiers du film, on est vraiment dans cette ambiance Texas absolue, où on va suivre donc les geckos qui viennent de commettre un braquage, qui ont pris en otage une femme et qui fuient la police. Mais alors voilà, le début du film est exceptionnel. On voit cette longue route et tout, voiture qui arrive dans ce paysage désertique, une sorte d'épicerie locale, un diner, tout ce que vous voulez. Enfin plus épicerie pour le coup. Un ranger qui rentre là, discussion bien redneck avec le gérant, et en fait, la caméra va à un moment se déporter alors qu'ils vont aux toilettes, enfin il va aux toilettes, le ranger comme d'habitude, vers les braqueurs, et on rentre dans l'action. Et directement déplacé là-dedans, on voit la fuite. Avec derrière, quand ils ont fait tout péter, parce que c'est un peu l'idée, un trunk shot, pas tarantinien cette fois-ci, mais rodriguezien autrement, avec voilà, un travail de montage et d'effets spéciaux, où on voit l'otage, alors que la voiture est sur la route, dans le coffre. Ça m'a beaucoup amusé, ça. Et bon, il va se passer des trucs qui font que, techniquement, on suit donc une sorte de road movie, buddy movie, si vous voulez, en 2 frangins, évidemment, qui va prendre en otage cette famille un petit peu entre 2 eaux, c'est-à-dire que la mère est morte, le père n'a plus envie d'y croire, il a abandonné son rôle de pasteur, la fille et le garçon se cherchent en tant qu'ados, et donc il va être pris parce que la caravane intéresse les 2 frangins afin de passer la frontière, forcément cachés là-dedans,
et de se retrouver au Mexique où un pasteur va les cacher à El Rey. El Rey, c'est aussi un endroit un peu paradisiaque, potentiel pour les truands, les criminels, qui était déjà mentionné dans des films préalables. Hein. Rodriguez a fait beaucoup de rôles post-modernes, comme Tarantino finalement. Hein, ce sont des cousins de cinéma là-dessus. Et tu n'imagines pas ce qui va se passer par la suite. Parce qu'une fois passé la frontière, il faut attendre le petit matin que les gars le mènent, des gars, on ne sait pas, un mec en tout cas, un certain Carlos les mène vers El Rey, mais il faut attendre. Donc ils vont passer la nuit à fêter cela dans ce Titi Twister absolument fou qui est ouvert from dusk till dawn, donc du crépuscule à l'aube, et où les gens les plus malfamés possibles s'y retrouvent. Donc ça va partir en cacahuète totale là-dedans, et ça va être une nuit en enfer, voilà, où l'horreur va s'installer. Bon. Et ça, j'ai été bluffé quand ça a retourné là-dessus, quand j'ai découvert ça vraiment sans rien savoir du film. Et alors je ne sais pas si c'est ça qui a fait pour moi de ce film une œuvre cultissime absolue, mais quand même. Mais il y a plein de choses. C'est vraiment le genre de long métrage adolescent, typique années 90, qui fonctionne à la cool, cinéma de Rodriguez oblige aussi, hein, évidemment, et qui a tous ces codes-là, qui en soi pourraient avoir mal vieilli, j'en sais rien, non, on va pas se poser cette question. Contextualisons de l'époque, c'est vraiment, bon, c'est tout ce que, quand tu es ado, tu peux essayer d'aimer, voir dans ta tête, si tu te fais un film, en mode, voilà, détente absolue, et gestion forcément d'une violence accrue, bien sûr, mais d'effets et de surprises, de rebondissements, et de moments vraiment bien punchline, en veux-tu, en voilà. Film que j'ai découvert en VF, j'ai revu plusieurs fois en VO, ça fonctionne dans les deux, parce que la VF est très bien menée, avec des voix cultes, hein, si vous cherchez, hein, vous avez vraiment tout ce qu'il faut là, hein, vous avez du Robert Darbois, du Puy-Martin, du Tiphaine, du Christophe Lemoine dans un de ses premiers rôles, il était tout jeune, du Michel Vignier, du Pascal Renwick, et j'en passe, Thierry Desroses aussi, bien sûr. Mais bon, en VO, il y a eu un retravail dans la version française, très intéressant pour fonctionner autrement, mais c'est tout aussi jouissif dans les actes aussi, évidemment. Et je le dis, c'est un des meilleurs rôles de George Clooney aussi. Ça lui va super bien. Je ne sais pas pourquoi, là, dans ce film, alors que je l'ai rarement aimé dans d'autres. Hein. En soi, peut-être un peu Ocean's Eleven, mais voilà. Et puis Tarantino est un bon acteur là-dedans. On voit qu'il se fait plaisir dans un rôle très particulier, parce que des deux frangins, c'est lui le plus cinglé, et même très pervers, vicieux, criminel absolu, tandis que le grand est... Ah, c'est un braqueur très dur, quoi. Mais il est là aussi pour essayer de raisonner l'autre. C'est une belle psychologie de deux frères différents, mais l'un protège l'autre dans sa folie ou pas. Va-t-il pouvoir le protéger jusqu'au bout? Et c'est ça qui est très fort dans ce film, c'est au-delà du côté cool et tout s'enchaîne super bien dans le montage, dans le rythme, dans les révélations, et même dans certaines mises en scène d'action très 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 bien. Même d'ailleurs dans le chef-op, hein, c'est quand même pas n'importe qui, derrière c'est un certain Guillermo Navarro. Et il y a toute cette atmosphère qui va crescendo vers, donc, dans ces révélations, et une fois qu'on est en plein dans l'enfer, eh ben, franchement c'est difficile d'en sortir, mais c'est ça que j'adore aussi. Et la psychologie des protagonistes, donc ces deux frères je l'ai dit, mais aussi Harvey Keitel en rôle de pasteur qui vient de perdre son épouse dans des conditions absolument affreuses, donc qui perd la foi et croit toujours en Dieu, mais il pense plus que Dieu est bon, quoi. Enfin, il y a tout ce délire-là, avec sa fille et son fils qui doutent de voir ce père comme ça, en plus ils viennent de perdre leur mère, c'est assez violent quand même, et dans ce moment vraiment compliqué de famille, où ils sont dans leur propre purgatoire à eux, eh bien les criminels vont rentrer aussi dans ce purgatoire, qui va peut-être les mener soit au paradis à El Rey, soit à l'enfer. Ben justement, le purgatoire se fait enfer très vite, quand la nuit tombe. Et en fait, c'est très intéressant de voir deux groupes de personnages très différents, qui vont devoir s'unir quelque part, et ça fonctionne bien dans cette idée, d'ailleurs, montrer que par exemple les deux criminels sont plus habillés de couleurs sombres, et le pasteur, en tout cas, lui, habillé de blanc, quand bien même ce n'est plus un homme d'église, on voit les nuances et les dilemmes aussi, parce que vous avez le personnage de George Clooney, certes, violent, détestable, mais il ne veut pas, il n'accepte pas de voir son jeune frère tué comme ça gratuitement, il y a peut-être plus de morale, entre guillemets, ça aura un écho à la fin du film, avec une décision qu'il prend d'ailleurs, sur ce point. Donc vous avez évidemment le bien et le mal, si vous voulez, mais dans ces nuances de vie compliquées qui vont les mener quelque part au-delà, peut-être même, du bien et du mal. Et là, j'entre dans un spoiler,
pas en plus tourner autour du pot. Ce retournement, donc, au moment où Satanico Pandemonium, alias Salma Hayek, va faire sa danse du serpent, là, avec le gros serpent, le boa ou python, je crois python plutôt, hein, sur les épaules. Alors, truc absolument hallucinant. Et halluciné parce que c'est une des grandes scènes musicales de ce cinéma de l'époque. C'est pas juste parce que vous avez une jolie dame qui danse et tout, que quand t'es ado tu vois ça, mais il y a aussi quelque chose qui fonctionne parfaitement dans le décorum autour, au-delà d'une potentielle érotisation, on va quand même pas se mentir sur ce point. Vous avez la musique, le groupe derrière qui est vraiment d'ailleurs interprété par Tito and Tarantula, qui font des morceaux du groupe, du film, voilà, ils jouent notamment le morceau After Dark. Sur ce plan-là, c'est génialissime. Il y a ça, et les lumières autour, l'ambiance, tout le monde se tait, alors qu'avant c'était un peu le bazar, etc. Ce grand show-là qui va mener à, ensuite, la révélation ultime, dans ce bar du Twister, les gérants et autres habitués, pas les touristes de passage tout le temps, mais sont des vampires, voilà. Et donc, à un moment, ils vont se transformer, parce que, à la vue du sang, hein, tout d'abord, mais après, plus que ça. Et c'est cette danse-là qui fait une transition, comme un intermède, qui va presque hypnotiser le spectateur en mode, c'est pas où il va le spectateur. À ce moment-là du film, tu te dis, ça pourrait s'essouffler quand même, parce que bon, oui, la fuite en avant, ils vont passer la nuit au bar, et après, il va se passer quoi? Et ben là, paf, tu oublies un petit peu potentiellement ce qui serait le creux du long métrage, et après derrière tu bascules, tu rentres vraiment dans le fantastique horrifique, et ça fonctionne très bien. Et pourquoi ça marche là où d'autres films peut-être se sont cassés les dents à transitionner comme ça vers un ailleurs, ou à faire tomber le film comme un soufflet en restant évidemment cloisonné dans un genre, c'est parce que justement il y a ce magnifique build-up là, qui fait que, arrivé à un certain point, tu as une empathie, du moins une attache avec chacun des protagonistes, bons ou mauvais d'ailleurs, et sur ce plan-là, forcément, quand ça va se précipiter derrière, c'est génial. Et ce qui est très fort aussi, c'est que après, Rodriguez, Tarantino, tout ça, donc on va dire à l'écriture des deux, parce que Rodriguez, il a dû aussi participer plus ou moins, à l'écriture visuelle du film. Hein, c'est quand même sa réalisation, c'est pas Tarantino dans la réalisation, c'est bien Rodriguez. Il y a des trucs, on le sent, on le voit quand même. Et ils vont réinjecter derrière, au-delà donc de la folie horrifique, des dilemmes qui vont être encore plus forts, donc ça c'est la construction de la première partie du film. Il y a d'autres personnages qui vont très bien se greffer, même s'ils ne vont pas faire long feu, notamment l'ancien du Vietnam, la sorte de Rambo afro-américain qui à un moment va décrire une scène horrible avant de se faire bouffer, enfin plus ou moins. Et il y a le super cool Tom Savini entre Django et El Mariachi, si vous voulez, en biker avec... son cock gun, je sais pas comment on l'appelle, son pénis qui tire, quoi, bah, placé là où il faut. Lui aussi, en plus un petit peu bené, il y a quelque chose de cool dans ces deux personnages rajoutés, et donc, bon, même si ça, voilà, ça va durer quoi, 10-15 minutes, leur vraie apparition, et c'est pour ça que ça relance bien l'affaire, et après évidemment on se ressent sur nos personnages, et le film n'oublie pas de nous en faire mourir certains, c'est-à-dire que la mort du personnage de Tarantino, qui va plonger donc le personnage de George Clooney dans quelque chose de violent, mais qui doit garder son sang-froid et adopter les préceptes qu'il a dit avant, on reste cool, mais bon lui là, il vient de perdre son frère, c'est compliqué, et après évidemment, notre pasteur là qui va devoir peut-être, par la force des choses, reprendre la foi, puisque s'il y a des vampires, il y a des démons, donc s'il y a des démons, il y a le diable, donc on va croire quand même que Dieu peut faire un rééquilibrage, peut-être bénir de l'eau, tout ça, parce qu'on reprend les codes des films de vampires, bien sûr, et aller au bout de cette foi pour défendre sa famille. C'est très américain d'ailleurs ça, oui, il y a un côté très américain, global, mais en reprenant les codes de ce qui est américain, comme dès le début. Avec ce sorte de post-western, et comme quelques références aussi à d'autres films préalables. Moi je pense à La Horde Sauvage, souvent, ici, que j'ai vu depuis, pour la première fois, une meilleure découverte de cinéma de l'année dernière, et qui est cité directement au moment, et on est dans cette idée de toute façon. Je crois qu'il y a 2 citations en lien direct ou indirect avec La Horde Sauvage, et tu vois un peu l'idée. Et après, on est dans ce cinéma à l'américaine aussi, référencé John Carpenter jusqu'au t-shirt porté par Scott, le fils du pasteur,
et par le côté assaut. Voilà, hein, assaut, ils sont enfermés, et la menace est extérieure à un moment, parce qu'une fois qu'ils se sont débarrassés de tout ce qu'il y avait dedans, ça vient de l'extérieur, ça tape, mais très vite, on va vraiment, en fait ça va accélérer à un moment. C'est vrai que le côté Carpenter ici est d'autant plus amusant que 2 ans après, Carpenter fera son film de vampire. Voilà, qui peut-être a un lien indirect, stylistique avec Une nuit en enfer, un vampire. C'est particulier comme film, j'y reviendrai en temps voulu, évidemment. Mais voilà, c'est pour ça que ça tient. Après, il y a, évidemment, on descend, il y a la lutte contre les vampires, les morts qui s'amoncellent. Le pasteur, évidemment, est condamné, et le fils va se faire bouffer, c'est très violent. À la fin, il n'en reste plus que 2. Dans cette immoralité possible, non. Seth Gecko, George Clooney, refuse de prendre avec lui Juliette Lewis, Kate. Même si peut-être ça aurait pas été pire, parce que là elle va vraiment être toute seule. Je me suis toujours dit ça quand j'étais plus jeune, dire quand même, bon il dit que c'est pas moral de l'amener dans un monde de truands et tout, mais elle n'a plus rien, elle n'a plus personne, elle vient de voir tout le monde mourir, en plus sa mère était décédée quelques semaines avant. Là, limite, c'est pas grave, il l'aurait pris avec elle, au moins pour l'aider un certain temps, parce que là c'est, voilà, je me suis dit, bon oui, dans un cas comme ça, c'est un peu dans l'extrémité de l'extrême. Je pense que moi j'aurais pris la décision d'accepter qu'elle vienne avec moi si j'étais le personnage de George Clooney. Bon, après, peut-être qu'à un moment, elle aurait peut-être fait sa vie autrement. Bon, il lui laisse sa possibilité, cependant, peut-être de refaire sa vie de façon plus légale, mais ça va être compliqué de toute façon pour elle derrière. C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais fantasmé une suite. Plus ou moins, enfin fantasmé dans l'idée de qu'il pourrait y avoir quelque chose. Mais bon, il y a eu des suites, mais alors rien à voir avec le premier film en fait. Il y a même eu une série. Mais bon, ça c'était, à mon avis, de très mauvaises idées. Je les ai pas vues. Et il paraît que c'est pas terrible, hein. Voilà, disons-le. Donc, et puis voilà. Et puis à la fin, on voit quand même la révélation aussi, qui est très intéressante thématiquement aussi, sur ce Titi Twister, qui est en fait le sommet d'une pyramide aztèque. Comme si ces vampires venaient d'un autre temps, d'une autre époque, plus ancestrale. Et quelque part, il y a une vengeance aussi de la colonisation des terres par le côté américaniste. Ils viennent quand même dépouiller des routiers, des trucs qui transportent de la marchandise, donc des richesses à droite à gauche. Et peut-être que c'est leur façon de sucer le sang de ce capitalisme occidental qui est venu les coloniser. On pourrait voir ça aussi indirectement, même si je suis ici évidemment dans une forme de surinterprétation, mais volontaire pour le clin d'œil. Voilà, et je ferme la zone spoiler là-dessus. Donc, oui, grosso modo, c'est un grand film culte d'adolescence. Et ça reste très bien, moi je trouve que c'est toujours le meilleur Robert Rodriguez, voilà. J'ai vraiment beaucoup apprécié Desperado l'année dernière, mais je l'ai vu trop tard. J'aime Sort de Faculty, oui, que j'ai vu 2 ans après, fatalement. J'étais encore ado, et j'ai encore apprécié. D'ailleurs, The Faculty, dont j'ai parlé sur la chaîne très tôt, voilà, une de mes premières vidéos, donc c'est pas terrible, mais qui aussi a son idée de Carpenter dans l'assaut, sorte de huis clos intérieur face à la menace extérieure, voire même si la menace elle est intérieure. C'est vrai que The Faculty renvoie autant à The Thing qu'à Assaut, du coup, quand on y pense, bien sûr, à l'invasion des profanateurs, dont j'ai parlé il y a pas longtemps du tout normalement, ou alors je vais parler après, je sais plus dans quel ordre j'ai mis les vidéos, je crois que c'est avant, sur la chaîne, donc finalement ça fait un vrai lien là. Bon. Sur ce Une nuit en enfer, voilà, c'est un film d'ambiance aussi, j'ai parlé de la photographie, du rythme, et des musiques aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc Tito et Tarantula, oui. Le morceau aussi du début, alors j'ai plus trop à Dark Knight, des blasters, il y a du ZZ Top, et bon, il y a un compositeur aussi qui fait le boulot en fond, et quand même un compositeur qui a fait beaucoup de choses pour le cinéma, Graham Ravel, néo-zélandais. J'ai quand même vérifié s'il avait fait des films, du coup non, pour Peter Jackson, parce qu'à un moment il y a quand même des références Peter Jackson. J'ai pas parlé à un moment d'un truc là autour du personnage de Tom Savini, comment il va évoluer. Je ne vais pas revenir à la zone spoiler pour ça, mais j'ai pensé à un film de Peter Jackson que j'aime énormément du début de sa carrière. Je vous laisse deviner lequel, si vous faites le lien et tout, si vous avez vu le film et vous êtes là, vous me le direz en commentaire. Voilà, mais bon, Une nuit en enfer, c'est un vrai délire. Tiens, je serais quand même curieux de voir s'il y a des gens qui l'ont découvert récemment. Quel que soit l'âge en soi, mais bon, si possible des gens adultes, parce que dans une adolescence d'aujourd'hui, je pense que tu peux toujours trouver le film très cool, vraiment. Bon, c'est vrai que l'année dernière, il y a eu Sinners de Ryan Coogler, qui reprend le concept un peu, hein, voilà, pour rester vague, mais rien à voir quand même, à part, oui, ça reprend le concept, mais ça, c'est un peu autre chose quand on y pense, hein, plus politique, on va dire, hein, Sinners. Mais oui, j'aimerais avoir votre avis, que vous soyez un amoureux de la première heure de cette œuvre, ou que vous l'ayez vue récemment, même en ayant vraiment un gros background
background cinéphilique derrière vous pour voir si ça fonctionne aussi, si je l'aurais aimé autant si je l'avais vu découvert de nos jours. Probablement pas autant, non, mais je pense quand même que je l'aurais apprécié. Surtout si j'ignorais tout, évidemment, de ce qui s'y passe. D'où la zone spoiler, qui paraît peut-être un peu anecdotique, je l'avoue ici, mais je respecte justement des personnes qui tombent là-dessus par hasard, voilà. Encore, j'ai pas choisi la miniature, si bien la miniature va spoiler pas mal de choses. Bref, à vous la parole en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce From Dusk Till Dawn, et aussi du cinéma de Robert Rodriguez / Tarantino, si vous le souhaitez. À la prochaine, ciao!